Nous sommes très heureux de nous retrouver. Voilà, nous avons décidé depuis plusieurs vendredis de pouvoir partager plusieurs thèmes. Et le thème que nous avons choisi, c'est le suicide. Alors, nous nous sommes intéressés au suicide dont le facteur morbide est l'autodestruction volontaire. Alors, nous allons définir le suicide. Bien sûr, c'est l'action de causer soi-même sa mort d'une manière volontaire, pour échapper à une condition de vie qu'on juge intolérable. Alors, une question, est-ce que les personnes en crise suicidaire sont formellement décidées de mourir? Eh bien, j'aimerais vous dire faux. La personne suicidaire veut cesser de souffrir et non arrêter de vivre. Et c'est un point essentiel donc dans toutes ces soirées où nous allons aborder ce thème. Le suicide est très souvent une conduite de fuite ou de défense, devant la douleur, devant l'échec. La dernière goutte qui fait déborder donc le vase de l'amertume, après la lente accumulation des rancœurs, des lassitudes, des blessures du moi, devant la culpabilité réelle ou imaginaire. Le suicidaire est pris dans un conflit qu'il intériorise et qu'il éprouve comme intolérable, invivable. La mort s'ouvre comme une trappe de secours pour lui. Dans ce premier cas, elle est désirée comme une fuite de cette vie. Et dans le second cas, la mort est désirée plus directement comme destruction de la vie. On en veut à la vie et on veut en sortir. Le suicide est une porte d'entrée quand la mort est désirée. Ayant l'intention de ne plus vivre, tout se passe comme dans un vertige. La personne malheureuse voit le vide se faire autour d'elle. Sa vie n'a plus de sens et il est trop tard pour elle, comme dans une sorte d'hyperconscience solitaire. Le vide l'attire. Donc le suicide se présente souvent comme une affirmation de la liberté. Le suicidant exalte son pouvoir de disposer de lui-même. En décidant l'heure de sa mort, il croit dominer son destin. Son geste le venge du monde ou de ses proches. Il dramatise une vie plate et vide. Certains suicides ont un côté théâtral, disent certains professionnels. Il s'agit de finir en beauté. Alors, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que Dieu pardonne-t-il le suicide ? Le suicide est rarement un acte volontaire et clairvoyant. C'est important de le dire. Il est le plus souvent la conséquence fatale d'un désordre psychologique dans lequel se trouve entraînée la personne. Alors, qu'est-ce qu'un désordre psychologique ? Ils comprennent l'agitation, l'agressivité, les troubles obsessionnels, compulsifs, les phobies. Les désordres alimentaires, et nous le verrons plus loin, l'anorexie, la boulimie et l'hyperactivité. Les addictions à l'alcool, au tabac, à la drogue, au jeu, au travail, au sexe, à Internet. Et nous voyons aussi donc les troubles psychiques, santé mentale. De quoi parle-t-on ? La santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. L'état de santé mentale évolue entre un pôle positif et un pôle négatif. Le pôle positif est lié à des émotions telles que la joie, la satisfaction, le sentiment de bien-être. Il se définit également par la capacité des individus à faire obstacle donc à ces difficultés. Le pôle négatif recouvre les périodes de fragilité, les troubles psychiques. L'équilibre entre ces deux pôles définit l'état mental de la personne.
Il dépend de facteurs multiples, traits de personnalité, environnement familial, contexte social, etc. Les troubles psychiques sont les affections qui vont altérer l'état donc de santé mentale de la personne. Ils peuvent prendre des formes et des expressions très différentes. Ils apparaissent à une période particulière de la vie et peuvent s'installer dans la durée. Les plus répandus sont les troubles de l'humeur, dépression, troubles bipolaires. Une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. Par exemple, la personne peut vivre les événements de sa vie quotidienne avec une profonde tristesse ou un sentiment de bonheur extrême. Le trouble bipolaire, nous pouvons en parler, est une maladie psychique chronique responsable de dérèglement de l'humeur, avec le plus souvent une alternance d'état, d'exaltation et de dépression. Favorisée par des facteurs biologiques et génétiques, cette maladie apparaît le plus souvent chez l'adulte jeune. Les troubles anxieux, on peut en parler aussi. Les troubles obsessionnels, compulsifs, alors je vais vous donner la définition, et facteurs favorisants. Les troubles obsessionnels compulsifs déclenchent des pensées dérangeantes et répétitives et incontrôlables, causant une forte anxiété. Ces obsessions se focalisent sur des thèmes précis: saleté, sexe, peur de l'erreur, etc. Ils sont fréquents et débutent souvent avant l'âge de 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'un trouble obsessionnel compulsif? C'est important qu'on y revienne. Donc, c'est une maladie psychique chronique, trouble anxieux grave, qui sont caractérisés par deux types de symptômes plus ou moins prononcés. Les obsessions et les compulsions qui peuvent apparaître isolément ou simultanément. Ces symptômes ont dans tous les cas un lourd retentissement sur le comportement donc au quotidien. Les troubles obsessionnels compulsifs font partie des troubles anxieux graves. Les obsessions, il s'agit de pensées, idées, images ou d'impulsions, besoin irrésistible d'accomplir certains actes envahissants et récurrents. Elles concernent des thèmes précis. Je lisais tout à l'heure, donc on a horreur de la saleté, la contamination, problèmes au niveau sexuel, désordre, peur d'être responsable même de catastrophes ou de la mort d'autrui. Ces obsessions surgissent dans l'esprit sans raison, contre la volonté du patient, d'une manière contraignante et intrusive. Les addictions. Il existe deux types d'addictions. Des addictions liées à des produits, on peut parler du tabac, de l'alcool, médicaments ou drogues. Des dépendances non liées à des produits, dépendance au travail, oui, j'en rencontre, au jeu, à Internet ou au téléphone. Alors, qu'est-ce que ce trouble du comportement aussi alimentaire qui se rajoute aussi, je dirais, à tous ces comportements qui méritent qu'on y considère de l'attention? Souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas seulement se restreindre lorsqu'on a trop mangé la veille, ou bien grignoter lorsqu'on est stressé ou qu'on peut s'ennuyer. Les troubles du comportement alimentaire sont de véritables maladies qui s'expriment de plusieurs façons, s'associant parfois entre elles. Elles peuvent entraîner des carences ou mettre la vie en danger. Quels sont les troubles du comportement alimentaire? Sont des perturbations graves du comportement avec des répercussions négatives sur la santé physique et mentale. On distingue classiquement trois types de troubles du comportement alimentaire. L'anorexie, qui se traduit par une obsession de maigrir à tout prix et de vouloir toujours plus. Les restrictions sont permanentes et il existe une déformation de la perception de son corps qui donne l'impression d'être gros même lorsque l'on est maigre. Souvent, la personne atteinte ne se sent pas malade alors qu'elle se met en danger. La boulimie, qui se traduit par la répétition de crises incontrôlables, où la personne se jette sur la nourriture en grande quantité.
Ces crises sont suivies d'une grande, bien sûr, culpabilité et d'une tentative de contrôler son poids par différents moyens, que ce soit par des vomissements, et combien de fois j'ai entendu donc des personnes qui ont fait ces choses, des laxatifs ou une activité physique en excès. Le poids est souvent normal ou un peu bas, avec de graves conséquences sur la santé. Comment reconnaître un trouble du comportement alimentaire? Un trouble du comportement alimentaire est très difficile à reconnaître. Il démarre très souvent par un régime anodin, souvent encouragé par l'entourage qui y voit une démarche de santé. Progressivement, pourtant, une volonté obsessive de rester mince s'installe et les restrictions alimentaires se font de plus en plus importantes. Vous voyez que les choses ne se font pas donc du jour au lendemain. Dans le cas de l'anorexie, certains signes peuvent alerter. Une perte, bien sûr, de poids excessive, une pratique importante même d'exercice physique, parce qu'on veut tellement maigrir à tout prix, un évitement des repas avec les autres, et puis le rejet systématique de certains aliments, le contrôle du poids des aliments, un isolement et un repli sur soi, une déformation aussi de l'image corporelle, et ça, écoutez, on pourrait en parler toute la soirée. Oui, je m'aime pas, je suis donc affreux, je suis laid, je suis laide, je suis affreux, je suis affreuse, je suis gros ou je suis grosse. Et c'est pour cette raison-là, bien souvent, que ceux qui ont des comportements au niveau de l'anorexie, est dû tout simplement à des personnes qui ne s'aiment pas et qui, donc, parce qu'elles ne s'aiment pas, ont recours justement à ces points que je viens donc aborder. Il y a aussi les troubles psychotiques qui affectent le fonctionnement du cerveau de façon majeure, en modifiant aussi les pensées, les croyances ou les perceptions. Une personne atteinte d'un trouble psychotique peut, par exemple, entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent ses pensées. En fait, difficilement la différence entre ce qu'elle perçoit et ce qui est réel. Peut-être que vous connaissez donc de telles personnes. On dit de la personne atteinte durant les périodes de crise qu'elle perd le contact avec la réalité. On peut aussi parler de ce point-là et je pense que ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce qui peut peut-être amener une personne donc à l'acte suicidaire. On peut parler aussi de la schizophrénie. La schizophrénie débute le plus souvent à la fin de l'adolescence et entre 20 et 30 ans. Et généralement plutôt chez les hommes que chez les femmes. Alors écoutez, excusez-moi, mais je n'ai pas une bonne nouvelle pour les hommes, donc cela est beaucoup plus courant pour les hommes que chez les femmes. Donc les symptômes, nous allons en parler, ce sont les hallucinations, le malade perçoit des sensations qui n'existent pas, il y a aussi, les délires, malheureusement, et ils peuvent survenir ponctuellement ou être présents en permanence. Les troubles de la pensée et du langage, la démotivation, l'apathie, et bien souvent, c'est ce que nous pouvons constater sur des personnes, et le retrait social. Avoir le besoin de se replier sur soi-même. Donc, développer un sentiment de paranoïa, les malades se sentent en insécurité et tentent de se protéger au maximum des autres. Donc, le principal effet des troubles psychiques est de modifier le rapport à la réalité donc, de l'individu. Ils ont donc un impact sur la vie sociale, mais également sur la vie professionnelle. Sans pouvoir réellement l'affirmer, je pense, écoutez bien, qu'un suicidé est en fait le plus souvent une victime. Suite au partage que nous venons d'avoir, le suicide peut d'une manière être un acte égoïste et vouloir régler ses problèmes ou cesser donc de souffrir.
mais cette personne ne réalise pas eh bien, la souffrance et les dégâts qu'elle peut donc occasionner donc, par rapport à sa famille. Et je crois que malheureusement, j'ai rencontré des êtres chers, des amis qui ont perdu, oui, qui ont perdu un être cher. Et je crois que c'est le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Et je crois que quelque part, eh bien, c'est important qu'on puisse donc parler de ces choses. Mais les choses sont souvent plus compliquées qu'on ne le pense. Et le suicide peut être un acte obsessionnel dans lequel la responsabilité et le libre arbitre de la personne ne sont pas intacts. Et ça, j'aimerais le dire. Parce que peut-être qu'on peut supposer que la personne, on va dire, a tous ses sens quand elle en arrive donc à cet acte-là. Donc, bien entendu, eh bien, cela peut arriver à la suite d'une longue maladie, dépression ou autre. Et ces choses-là vont donc favoriser donc, eh bien, cette action de vouloir eh bien, arrêter de souffrir, comme on disait tout à l'heure. Donc ainsi, on peut mourir d'un désordre psychique, tout comme on peut mourir de la grippe espagnole. Et celui qui meurt de la grippe espagnole n'est pas plus coupable que celui qui meurt d'une dépression ou d'un trouble psychique. Alors comment une personne en arrive-t-elle à se suicider ? Chaque cas de suicide, et c'est important de le dire ce soir, je vais insister, est unique et particulier. Fruit d'une imbrication complexe d'éléments personnels et parfois même professionnels. Et nous le voyons souvent eh bien, dans certaines entreprises, des personnes qui donc mettent fin à leur jour à cause peut-être de la pression qu'ils peuvent donc subir au travail. Et il est vrai que l'anxiété aujourd'hui eh bien, est quelque chose de très courant. La difficulté étant aussi de savoir quel aura été l'élément déclencheur de l'acte, telle une goutte d'eau qui va donc faire, comme on le dit toujours, déborder un vase qui va eh bien, être plein. Chaque suicide conserve sa part de mystère. La personne éprouve à un moment un sentiment donc de ras-le-bol. Et j'ai bien étudié la question, et voilà ce qui peut donc arriver quand une personne éprouve eh bien, ces choses-là. Un sentiment de ras-le-bol, on veut envoyer promener donc un peu tout le monde, et puis les choses qui sont difficiles, comment dire, à gérer. Et puis donc un épuisement mental avec cette sensation d'être arrivé, je dirais, au bout du rouleau, dans un tunnel, au fond du gouffre ou dans une impasse, comme l'ont exprimé celles et ceux qui ont réalisé une tentative de suicide. Heureusement, nous pourrons dire ce soir que toutes les tentatives de suicide, heureusement, ne réussissent pas, mais en même temps, eh bien oui, quand on se retrouve au fond du gouffre, quand on se retrouve dans une impasse, comme je disais il y a un instant, eh bien quelque part, eh bien oui, on peut donc en arriver à la pensée du suicide ou donc aller jusqu'au bout donc de cette tentative. Et bien entendu, tentative de suicide, peut-être que vous avez entendu cette expression, donc une TS. Donc quelque part, eh bien oui, ce sont des choses qui arrivent, et c'est pour cette raison que nous voulions donc prendre du temps pour partager eh bien, la question du suicide. Nous allons y consacrer plusieurs émissions, parce que je crois qu'il y a beaucoup et beaucoup à dire. Alors, ce soir, j'ai évoqué certaines choses qui peut-être sont complexes, peut-être pas faciles, mais en même temps, eh bien, je crois que quand vous allez m'écouter, vous prendrez le temps eh bien, de réécouter tous ces points importants que j'ai partagés. Et puis surtout, le but, eh bien, c'est que si il y a quelqu'un qui, en nous écoutant au travers de ces émissions, a des pensées de suicide, eh bien, j'espère de tout mon cœur que ces émissions vont pouvoir vous aider à peut-être, eh bien, vous poser la question, est-ce que je peux trouver une main tendue ? Eh bien, vous pouvez trouver cette main tendue, et nous pouvons donc vous proposer de venir nous retrouver eh bien, à la Cité de Lumière, au 46 rue du Faubourg Sermeran, à Voiron, où vous pourrez donc tout simplement participer donc, à une matinée avec nous, et
tout simplement peut-être venir, eh bien, à la fin peut-être de ce moment que vous allez passer avec nous, eh bien, pouvoir peut-être partager, peut-être nous poser quelques questions et peut-être tout simplement, eh bien, que cela puisse déboucher sur un entretien. Je voudrais terminer par ce numéro de téléphone et je crois que c'est important que je puisse vous le donner au cas où vous voudriez, eh bien, nous téléphoner. Le numéro de téléphone est le 09 53 61 77 96 et j'insiste, vous pouvez même nous écrire et au 46 rue du Faubourg Sermeran, 38 500 Voiron, donc la Cité de Lumière. Voilà pour cette première émission que j'ai eu donc beaucoup de plaisir à partager avec vous. À bientôt.